Truly he is the one, he has no father or son. Truly he is the one, he has no father or son. Everything in creation was by him begun. Everything in creation was by him begun. With his infinite power, anything could be done. With his infinite power, anything could be done. Ask Allah for his pardon. Ask Allah for his pardon. And you'll enter the garden. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Soyez la bienvenue à votre émission Le Politiste. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème extrêmement important, celui de l'enseignement privé au Gabon, et notamment l'enseignement privé islamique. Comme vous le savez, l'école est un creuset d'intégration, mais au Gabon, nous avons deux systèmes éducatifs. Il y a le système de l'école publique de la République et l'école privée confessionnelle où toutes les grandes familles religieuses et spirituelles envoient leurs enfants. C'est dans le cadre de cette émission que nous allons aborder, comme je vous l'ai si bien dit, le thème l'enseignement privé islamique au Gabon. Je ne serai pas seul sur le plateau, je suis accompagné de Ibrahim Mbourou. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous êtes chef du département relations publiques au Conseil supérieur des affaires islamiques, mais il faut aussi dire que vous avez occupé tour à tour les fonctions de délégué à l'éducation et à la formation, conseiller à l'éducation et à la formation, secrétaire général à l'éducation et à la formation au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Tout à fait, secrétaire général adjoint chargé de l'éducation et de la formation. En face de vous, nous avons la directrice de l'enseignement privé islamique au Gabon, Madame Issa Poulera, épouse Nzengi. Salam alaikum. Exactement. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Avant de prendre vos éclairages, je vais vous emmener. Vous voyez d'abord, nous allons regarder cet élément qui va suivre et puis nous allons nous retrouver juste après. L'opportunité nous est donnée de parler du lycée Mohamed Arissani. Celle-ci relève qu'il a été créé en 1991, à l'époque Institut islamique. Il a connu beaucoup de métamorphoses, de la gestion de l'agence cohésienne d'Afrique dite ACMA, puis l'établissement est rebaptisé de son nom actuel suite à une décision du Khalife général, feu président de la République, Hadj Omar Bongo Ondimba, qu'Allah ait son âme. L'établissement fut inauguré en 2002. Plus connu cependant sous la dénomination du lycée du Koweït, un nom qui est resté dans la mémoire collective de tous les habitants de Libreville et particulièrement ceux de Nzengayong. Avec l'appui du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et la Direction nationale, nous avons pu ériger une barrière qui était un élément essentiel parce que le lycée était vraiment exposé à l'insécurité. Le président du conseil s'est appuyé sur cette doléance et il a tenu vraiment à ce qu'on aille jusqu'au bout de cette barrière. Le lycée a reçu l'appui de nombreux partenaires comme l'ANINF pour la salle numérique, l'amélioration de son système d'adduction d'eau, la réhabilitation du centre de documentation et d'information CDI qui a été le fait des enfants du feu Mohamed Arissani en 2012. Une salle numérique donc, qui aujourd'hui va être opérationnelle pour nos élèves. Nous avons également l'adduction d'eau qui a été un élément essentiel parce qu'il faut avouer que Zion, il y a 3, 4, 5 ans, avait un problème d'eau, surtout notre zone. Il a fallu se battre pour avoir un forage avec notamment l'appui du Conseil de l'enseignement privé islamique. Nous avons aussi, dans son évolution, pu réhabiliter, n'est-ce pas, le centre de documentation et d'information, entre parenthèses la bibliothèque, qui a été le fait des enfants Arissani. Nous remercions le chef d'établissement qui, en termes d'inauguration du CDI, nous avons envoyé à Sogapresse pour faire des acquisitions qui répondaient directement aux besoins des élèves. Et donc en tant que structure documentaire, il y a un personnel qui travaille, et ce personnel c'est principalement les professeurs documentalistes. Nous sommes au nombre de 3, et les professeurs documentalistes ce sont des enseignants au même titre que les enseignants de classe. À la différence que les professeurs documentalistes, ils interviennent dans les centres de documentation et d'information.
Donc, comme tous les établissements du monde, le CDI du lycée Mohamed Harissani a déjà un fonds documentaire satisfaisant, mais qu'il faut combler davantage parce que, par exemple, au niveau du second cycle, nous avons des déficits en matière de manuels scolaires pour les matières scientifiques. Le lycée connaît une évolution. À l'heure actuelle, il compte son 10e proviseur installé en 2012. L'établissement, depuis, a connu des changements considérables. Nous avons également, dans cet élan, aussi l'érection de nouveaux bâtiments flambant neufs, qui, il faut le signifier, ça a été une volonté du président du Conseil islamique du Gabon, qui a tenu à ce que nous puissions réhabiliter d'abord le lycée avant de prétendre construire cet établissement dans l'ensemble du territoire national. Donc il a voulu que le lycée Mohamed Harissani soit non seulement un pôle de référence de l'autre ordre d'enseignement privé islamique, mais il a surtout voulu que les structures d'accueil, n'est-ce pas, répondent aux normes. L'établissement est confessionnel. Il compte en son sein 1922 élèves, dont à peu près 16% sont musulmans. Les 1922 élèves, nous avoisinons à peu près 300 élèves musulmans. Comme pour dire que le plus grand nombre, ce sont les enfants non musulmans. Et aucun esprit de prosélytisme nous habite quant à faire croire aux enfants que non, s'ils sont ici, ils vont être des musulmans. Non, bien au contraire, on leur enseigne le vrai islam à partir de cours qu'on appelle le CCI, la culture et civilisation islamique. Il y a aussi la langue arabe qui est enseignée ici, mais aujourd'hui qui est une langue enseignée dans tout le Gabon. Il faut aussi dire que l'aspect pédagogique nous intéresse. Nous sommes partis d'un certain nombre de résultats scolaires depuis pratiquement 3-4 ans. Aujourd'hui, quand même, dans les résultats nationaux, on essaye de maintenir le cap. Nous avons les censorats de la vie scolaire, le censorat pédagogique. Nous avons aussi l'appui surtout des enseignants qu'il faut lever, qu'il faut dire un chapeau ici parce que sans eux, je crois que le lycée ne fonctionne pas. Monsieur Ibrahim, je vous ai vu, vous étiez en train de regarder cet élément religieusement, vous êtes en train de nous écouter. Hein. Maintenant, moi j'aimerais savoir, il y a quand même une histoire dans l'enseignement privé islamique. Il y a eu, il me semble qu'il devrait y avoir une forte demande de la communauté afin d'avoir leur propre établissement. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire l'histoire de l'enseignement privé islamique? Sur quelle base juridique avez-vous créé la direction nationale? Merci de m'avoir une fois de plus invité sur ce plateau pour parler d'un sujet aussi important que celui donc, de l'éducation et de l'enseignement. En ce qui concerne donc le pan de l'enseignement privé islamique. Effectivement, il y a une histoire et lorsque vous me parlez, lorsque vous évoquez l'histoire, vous convoquez l'histoire autant pour moi, je voudrais d'abord revenir vers l'histoire même de la structure morale, notamment en ce qui concerne donc le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Vous savez que nous revenons de très loin avec Feu El Hadj Mohamed Mouapa Beota, qui était le premier président du Conseil islamique du Gabon, et puis le frère Feu Mohamed Latir Moketo avec le Conseil national islamique du Gabon, et le Feu Mohamed Ahmed Kadi Moyabi avec l'Union des musulmans du Gabon, UMG, et en 1996 avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon qui a eu comme premier président le président Ali Bongo Ondimba. Là aussi, il faut dire que avec toutes ces structures, il n'existait pas une organisation au niveau donc, de l'enseignement. Il n'y avait pas une organisation dans notre communauté qui traitait donc des sujets de l'enseignement privé islamique. Donc il a fallu attendre l'arrivée du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon en 1996, dont la majorité des anciens musulmans du Gabon sont tous pratiquement membres fondateurs parce qu'ils ont pris part à la première rencontre à la mairie de Libreville. Alors la demande était forte effectivement parce que en face nous avons nos frères, nos autres coreligionnaires qui sont des chrétiens, des protestants, qui avaient déjà des organisations, une organisation en termes de direction nationale. Il y avait la direction nationale d'enseignement privé catholique, protestant et de l'Alliance chrétienne. Et donc, il y avait ce déficit au niveau de la communauté musulmane. Et en 2001, on va dire comme ça, en 2001, le projet a été présenté au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qui l'a validé. Et qui l'a présenté? Effectivement, lorsque nous sommes arrivés en 2000,
puisque le bureau du conseil avait été renouvelé en 2000. Effectivement, donc j'avais été promu délégué à l'éducation et à la formation. Et là, nous avons pris part dans un premier temps à la 11e commission sur la commission ministérielle sur les enseignements privés au Gabon. Cette commission se tenait souvent, je ne sais plus si elle se tient actuellement, mais elle se tenait souvent à l'école normale supérieure et était présidée par le ministre de tutelle, le ministre de l'Éducation nationale. Donc, au cours de cette 11e commission ministérielle sur les enseignements privés au Gabon, nous avons présenté 2 dossiers. Il y avait le dossier de l'école El Hadj Mohamed Mouapa Beotsa et le dossier de l'école Al-Janna de Franceville. Et ces 2 dossiers avaient été validés au cours de cette commission. Nous avons reçu donc l'autorisation d'ouverture, donc un décret présidentiel signé par Omar Bongo, un décret présidentiel nous autorisant donc à ouvrir l'école Mohamed Mouapa Beotsa en 2000. Et à la suite de cela, Al-Janna aussi avait ouvert les portes. Donc il y avait déjà 2 établissements. Nous avons sollicité donc du ministère de l'Éducation nationale l'affectation de certains enseignants. À partir de là, donc, le secrétaire général de l'Éducation nationale de l'époque nous avait fait savoir que, en ce qui concerne les établissements privés confessionnels, il était un peu difficile de gérer ce genre d'établissement, un tout petit peu comme c'était le cas avec nos établissements. Donc, il nous avait conseillé l'année suivante de mettre en place une direction nationale de l'enseignement privé islamique. C'est ainsi que nous avons donc proposé, à l'époque j'étais donc, comme je le disais tantôt, j'étais délégué à l'éducation et à la formation au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Donc nous avons proposé ce projet au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qui l'avait validé, et nous avons donc déposé notre dossier au niveau du ministère de l'Éducation nationale, et en Conseil des ministres, nous avons créé donc la Direction nationale de l'enseignement privé islamique avec la nomination qui a suivi de Madame Alassane Hawa. Donc c'est en 2001 que nous avons créé donc la Direction nationale de l'enseignement privé islamique. Madame Poulira, quel est le rôle de la Direction nationale? Qu'est-ce qu'une direction nationale privée islamique? Bien, comme l'a déjà laissé entendre M. Ibrahim M'Bourou, l'ordre d'enseignement islamique est le dernier né des ordres d'enseignement confessionnels au Gabon. Et la Direction nationale de l'enseignement privé islamique, également, de fait, devient la dernière née des enseignements ou des directions nationales. Et la Direction nationale de l'enseignement privé islamique est un organe technique du Conseil supérieur des affaires islamiques. Donc, elle est chargée d'organiser et d'exécuter la politique du Conseil supérieur des affaires islamiques en matière d'éducation et de formation. Donc, à ce titre, elle veille au sein des établissements qu'elle gère sur le respect des orientations du Conseil supérieur des affaires islamiques, mais également le respect des instructions officielles du ministère de l'Éducation nationale. Mais, Ibrahim, pourquoi avoir créé une direction nationale dans la mesure où le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon n'avait aucun établissement à sa charge? Effectivement, on n'avait pas encore, on va le dire comme ça, il n'y avait pas à cette époque, effectivement, je vous ai dit tout à l'heure qu'en 2000, nous avons donc pris part à la 11e commission, la commission ministérielle sur l'enseignement privé au Gabon, ce qui faisait de nous déjà des personnes reconnues en tant qu'autorité morale, mais on n'avait pas la structure d'une direction, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une structure technique, comme vient de l'expliquer Madame le directeur général, qui vous a donné les grandes lignes du rôle d'une direction nationale. En fait, on ne pouvait pas diriger 2 établissements déjà qu'on avait et qui étaient placés sous la tutelle du Conseil supérieur des affaires islamiques Gabon, le Conseil étant un organe religieux, donc un organe privé. Il fallait donc, pour que nous puissions bénéficier de l'apport de l'État, parce que nous nous sommes appuyés sur la loi numéro 21/84 fixant les règles applicables à l'enseignement privé, nous sommes appuyés sur cette loi pour pouvoir mettre en place notre direction nationale et bénéficier donc de l'apport de l'État qui consistait à nous affecter des enseignants. Et donc, il fallait bien, pour que nous puissions bénéficier donc de cet apport que je venais de dire tantôt, il fallait mettre en place cette structure qui est la direction nationale. Et tenez-vous bien,
ce n'est pas qu'on n'avait pas d'établissement. On avait déjà des établissements. Mais en fait, il y avait un manque d'organisation, comme elle a si bien dit, parce il fallait bien orienter à la fois les attentes du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et les attentes pédagogiques aussi du ministère de l'Éducation nationale. Et on ne pouvait pas le faire, sinon on tombait sous le coup de ce qu'on appelle couramment chez nous les madrasas, c'est-à-dire les écoles traditionnelles. Il fallait bien que il fallait donc bien qu'il y ait des techniciens dans cet organe technique pour gérer ces établissements que nous allons donc mettre en place. Donc il fallait forcément, normalement, créer cette structure, la direction nationale. Et vous voulez rebondir? Oui, non, en effet, c'est juste pour appuyer ce qu'il vient de dire et souligner que c'est parti de deux volontés ou de deux vœux, voilà, que d'abord la nécessité de s'organiser, d'organiser l'enseignement islamique, donc, et également le souci du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon de contribuer à cette volonté d'éducation au Gabon, donc de contribuer aux côtés de l'État, voilà, à l'éducation de la jeunesse gabonaise. La question qui me vient, c'est de savoir quel lien entretenez-vous avec l'État gabonais ou le ministère de l'Éducation nationale? Bien, comme on l'a dit tantôt, la volonté du Conseil supérieur des affaires islamiques de s'organiser ou d'organiser son ordre d'enseignement l'a amené justement à collaborer avec l'État. Et l'État, par le biais du ministère de l'Éducation nationale, exerce un contrôle sur le fonctionnement de notre ordre d'enseignement. Autrement dit, l'État a l'obligation de veiller sur le respect des aspects techniques liés au fonctionnement de notre ordre d'enseignement, notamment les questions de programme, de plafond de frais d'écolage, des quotas horaires, etc. Donc l'État veille sur la bonne marche de nos établissements, sur le respect des instructions officielles. Également, l'État nous apporte un appui à la fois humain par le personnel qui nous est affecté, mais également un appui financier par l'octroi d'une subvention. Bon, vous allez toujours garder la parole parce que c'est une question encore qui revient vers vous. Combien d'établissements secondaires avez-vous sous votre tutelle? À l'heure actuelle, nous gérons 2 établissements secondaires. Donc la direction nationale compte 2 établissements secondaires. Un ici à Libreville, le lycée Mohamed Harissani, que nous avons pu voir dans le reportage, et un autre à Franceville, le lycée Ahmed Kradim Ouyabi. Mais je souligne quand même, parce qu'on a tendance à l'oublier, que la direction nationale ne compte pas seulement des établissements secondaires. Elle compte également des établissements du premier degré qui sont répartis à Libreville, Port-Gentil, Makoko et Franceville. Merci de cette précision. Mais, vous avez soulevé un point très important, c'est du cours d'écolage. Mais nous avons constaté que d'autres confessions religieuses ont réduit le cours d'écolage, mais le lycée Mohamed Harissani n'a pas touché ce côté-là. Suite à la crise, hein, c'est la crise qui amène les autres à revoir les coûts, mais Harissani, non. Bien, il faut signaler que jusqu'à l'an dernier, le lycée Mohamed Harissani était un établissement, le seul, je dirais même, établissement qui proposait des frais de scolarité les plus bas, en réalité, par rapport à tous les autres ordres confessionnels et même les privés laïques. Nous offrons des frais de scolarité qui étaient véritablement à la portée de toutes les bourses. Et il serait quand même surprenant que nous revoyions encore, alors qu'effectivement la crise touche tout le monde, que nous revoyions à la baisse, parce que même lorsque les autres revoient à la baisse, ils n'atteignent pas les taux que nous percevons à l'heure actuelle. Monsieur Ibrahim, essayez un peu de nous parler un peu de l'histoire du lycée Mohamed Harissani, cet établissement qui avait un statut hybride. Tantôt il était public,
tantôt privé. Comment s'est passée la rétrocession de ce lycée au Conseil supérieur d'affaires islamiques du Gabon par le ministère de l'Éducation nationale? Quelles étaient les démarches? Alors, déjà, dans un premier temps, sur le reportage que nous avons suivi, le journaliste a tenté de faire de donner quelques réponses par rapport à votre question. C'est un établissement qui a été donc un don qui a été fait à l'ancien Khalif général, le président défunt, le Khalif général Omar Bongo, Omar Bongo Ndimba. Et il y a eu une association, une agence des musulmans d'Afrique appelée à l'époque AMA, voilà, qui est arrivée au Gabon dans les années 90, notamment en 1991, et qui a signé un protocole d'accord avec la communauté musulmane, notamment représentée par le Conseil islamique du Gabon. Et donc, son arrivée, dans ce protocole d'accord, il était question que cette agence développe donc des structures éducationnelles en milieu islamique, en milieu musulman, pour le compte des enfants musulmans. Ils sont arrivés, ils ont trouvé qu'il y avait déjà des bâtiments au niveau de Nzayon, des bâtiments, parce qu'il y a ce don qui avait été fait donc à l'ancien Khalif général Omar Bongo Ndimba. Donc l'AMA trouve donc ces bâtiments et à son arrivée décide de récupérer ce patrimoine, puisque c'était un patrimoine islamique, c'était un patrimoine de la communauté musulmane. Donc l'agence décide de réaliser son établissement là-dedans, dans cette structure, dans ces bâtiments qui existaient déjà. Donc il crée ce lycée qu'on va appeler le lycée de l'amitié. Voyez-vous? Donc avec cette nouvelle structure, ils ont géré pendant un bon bout de temps. Par la suite, ils ont signé un protocole d'entente avec le ministère de l'Éducation nationale au temps de Mme Paulette Missambo. Que disait donc ce protocole d'entente? Ce protocole disait que l'État envoyait ses enfants dans cet établissement, c'est-à-dire l'État représenté par le ministère de l'Éducation nationale, envoyait donc les élèves dans cet établissement et en retour, le lycée avait donc une main-d'œuvre du ministère de l'Éducation nationale, donc des enseignants qu'on mettait, voilà, des enseignants du public qu'on mettait à la disposition de cet établissement. Maintenant, à quel niveau, à quel moment on va constater que cet établissement devient hybride? Hybride en ce sens que le lycée de l'amitié est un établissement appartenant à la communauté musulmane, puisque la mosquée l'atteste. Il y a une mosquée au sein donc de cet établissement. Mais les responsables de l'époque avaient confié cet établissement au ministère de l'Éducation nationale dans le cadre du protocole d'entente qu'ils avaient signé avec donc, le ministère. Maintenant, une fois que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a voulu donc, voilà, effectivement avoir un regard dans cet établissement, il s'est posé quelques difficultés. Et l'agence des musulmans d'Afrique, qui est devenue agence coétienne des musulmans d'Afrique, avait donc décidé de se retirer du Gabon. À partir de là, donc, nous avons repris nos pourparlers, comme nous l'avons commencé avec le ministère, lorsque nous avons mis en place la direction nationale. Nous avons repris nos pourparlers pour que cet établissement nous soit rétrocédé, parce que l'agence coétienne des musulmans, devenue aide directe par la suite, en se retirant du Gabon, avait remis cet établissement au ministère de l'Éducation nationale. On comprend bien qu'ils ne maîtrisaient pas bien certaines réalités, puisque en arrivant, ils ont trouvé les bâtiments. Les bâtiments appartiennent bien à la communauté musulmane, mais le système pédagogique est bien celui du ministère de l'Éducation nationale, comme l'a si bien dit Mme DG, qui dit que le ministère de l'Éducation nationale exerce un contrôle pour la qualité donc, des cours qui sont dispensés dans nos établissements. Et c'est à la suite de cela que nous avons donc repris langue avec le ministère de l'Éducation nationale. Et au cours de la rentrée des classes 2003-2004, le ministre Onaondo à l'époque, ministre de l'Éducation nationale, et le secrétaire général de l'époque, nous ont donc, Bouna Sidouane, nous ont donc rétrocédé cet établissement. Et c'est le professeur Daniel Onaondo lui-même en personne qui s'est déplacé pour
ouvrir donc, enlever la plaque, plutôt le tissu qui couvrait la plaque commémorative. Nous avons donc changé le nom qui partait donc du lycée de l'Amitié pour faire de cet établissement le lycée Mohamed Arissani. Et voilà, donc c'est en la rentrée des classes 2003-2004 que nous avons donc récupéré cet établissement grâce à la rétrocession par le ministère de l'Éducation nationale. Très belle histoire. Ouais. Il faudrait que l'on écrive cette histoire, l'histoire de l'enseignement privé islamique du Gabon. Oui, Madame la il l'a directrice. si bien. Ouais. Il l'a si bien relaté, en effet. Effectivement. Vous êtes chargé de mettre en musique la politique éducationnelle du Conseil supérieur d'affaires islamiques, mais vous n'avez qu'un seul établissement dans le produit. C'est lui à quoi? Un seul établissement secondaire. Secondaire. Oui, et un autre établissement du premier degré. Bien, Libreville n'est pas la seule localité du pays à avoir besoin de scolariser sa population en âge scolaire. Donc, la vision du Conseil supérieur des affaires islamiques s'est étendue au-delà de Libreville. C'est pourquoi, pour l'instant, nous n'avons que ces deux établissements. À l'intérieur du pays, comme je l'ai dit à l'instant, voilà, Franceville, Makoko, Port-Gentil. Nous avons également d'autres établissements. Et bon, ce n'est pas un secret, je pense, mais nous avons aussi un site à Port-Gentil qui est prêt à abriter un autre établissement secondaire, voilà, et qui viendra s'ajouter à notre patrimoine. Il faudrait aussi amener un à Lambaréné, c'est le centre du pays. Hein. Oui, bien entendu, l'ordre d'enseignement est amené à se développer. Et la demande est forte quand même. Très, très. Oui, parce que de temps en temps, on parle d'enseignement privé confessionnel en général, c'est-à-dire que tout ce qui touche l'enseignement confessionnel est qualifié de bon enseignement. Voilà, effectivement, parce qu'il y a certaines choses que l'on peut se permettre au public, mais qu'on ne peut pas se permettre au niveau de l'enseignement privé confessionnel. Ibrahim, quelles sont les relations qui existent entre le ministère de l'Éducation nationale et le Conseil supérieur de l'affaires islamiques au sujet des établissements? Oui, effectivement, nous sommes, on va le dire comme ça, nos structures sont placées sous l'autorité morale du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et sous le contrôle pédagogique du ministère de l'Éducation nationale. Donc nos relations sont simples. D'un côté, le ministère exerce en tant que ministère régalien, représentant donc l'État. Le ministère de l'Éducation nationale exerce son contrôle pédagogique, regarde si tout est conforme à ce qui a été, à tout ce que la réglementation officielle dit en matière d'éducation et de formation. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon met à la disposition de nos structures, notamment la direction nationale, des établissements. Tout à l'heure, le DG n'a pas manqué de le dire, et ce n'est un secret pour personne. Nous avons un site, effectivement, à Port-Gentil qui va abriter, d'ici là, un autre établissement secondaire, voyez-vous, qui sera donc mis à la disposition de la direction nationale, mais aussi, surtout, à la disposition du ministère de l'Éducation nationale, qui va exercer, dans le cadre toujours de ses missions régaliennes, qui va exercer donc son contrôle pédagogique et aussi nous envoyer des élèves pour essayer de désengorger un certain nombre d'établissements aujourd'hui qui donc fait un peu polémique au niveau donc des effectifs. Donc notre rôle et notre relation avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est de venir, c'est de supplier, c'est d'aider l'État à effectivement lutter contre ce phénomène qui est décrié, qui est celui donc des salles de classe pléthoriques. Nous aidons l'État en mettant à leur disposition un certain nombre de structures éducationnelles, notamment les salles de classe. Ce sont les relations qui nous unissent. Très bien. Madame la directrice, nous constatons qu'il y a plus de mosquées que d'établissements secondaires dans Libreville. La question est de savoir si les mosquées sont plus importantes que l'éducation. C'est vrai que nous n'avons rien contre les mosquées, c'est aussi un temps pour savoir, mais l'éducation... Oui, bon, avant peut-être de répondre à cette question, je voulais ajouter, concernant la relation avec l'État, qu'il existe la loi 2184
qui fixe les règles applicables à l'enseignement privé au Gabon, qui est un cadre dans lequel nous essayons de nous situer, nous essayons de nous placer pour effectivement suivre les directives du ministère de l'Éducation nationale, donc de l'État. Maintenant, pour revenir à la question des mosquées, traditionnellement, la mosquée est aussi un lieu d'éducation. Donc c'est bien plus qu'un lieu de culte, c'est bien plus qu'un lieu de prière, c'est aussi un lieu d'éducation, d'instruction. Et nous sommes d'accord. Madame, excusez-moi de vous couper, c'est le lieu d'éducation, comme vous l'avez dit, d'instruction, mais seulement réservé aux musulmans. Oui, d'accord. Que nous avons une demande nationale, donc même les non-musulmans. Bon, en effet, la demande, elle est forte sur le plan national. Maintenant, le rapport avec la prolifération des mosquées, vous voyez que vous-même, vous avez mis la limite entre l'école qui est ouverte non seulement aux musulmans, mais également aux non-musulmans, et la mosquée qui reste du domaine des musulmans et qui reste de manière générale une volonté soit personnelle, un promoteur privé qui décide de construire sa mosquée, quelques volontaires regroupés en communauté dans leur quartier, etc., qui décident d'ériger la mosquée, alors qu'un établissement scolaire, c'est d'un autre domaine. Mais je dis, nous ne pouvons que nous réjouir également du nombre de mosquées, parce que ça reste le lieu d'éducation par excellence, et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'être éduqués. Pas seulement d'être instruits, mais d'être éduqués, parce que lorsque l'on constate toutes les déviances actuelles, vraiment, la mosquée, en tant que temple de l'éducation, doit jouer pleinement son rôle, celui d'exhortation, celui de rappel à l'ordre. Effectivement. Il nous revient un peu de constater, il nous revient de constater que l'enseignement islamique n'est pas suffisamment mis en exergue au lycée. Bon, la question aussi pouvait la reprendre. Pourquoi, vous qui êtes l'un des précurseurs de l'enseignement privé islamique, est-ce que c'est comme ça que vous avez voulu que les choses soient faites? Bon, dès le début de cette émission, vous nous avez parlé de la forte demande, si c'était la forte demande qui a fait en sorte que nous puissions mettre en place ces structures de l'éducation dans la communauté musulmane, effectivement. Mais moi, je veux quand même dire que j'ai étudié à la mission protestante. Et jusqu'à présent, moi, j'ai quelques règles bibliques qui sont restées dans la tête, notamment le « Je vous salue Marie », qui est la prière, voilà, le credo des chrétiens. Le Notre Père. Voilà, le Notre Père qui est aux cieux, et voilà. Donc, nous avons appris dans ces établissements privés confessionnels, chez les protestants, chez les catholiques, chaque matin, voilà, il était question ici de réciter le Notre Père qui est aux cieux, ainsi de suite. Voilà, effectivement, il fallait réciter ça. Et nous sommes quand même un peu, bon, dans notre communauté, nous entendons certaines voix qui disent parfois, qui sont dissonantes, d'autres disent oui, d'autres disent non, on ne peut pas. Mais voyez-vous, jusqu'à un passé récent, l'un de mes fils a étudié aussi à Baraka, la mission protestante de Baraka, et on les amenait jusqu'à l'église, sans tenir compte que ceux-là étaient des musulmans ou alors de confession autre que la confession chrétienne. Ici, il est question, comme elle l'a si bien dit, le DG, de moralité. Voyez-vous, donc de comportement. Il ne faut pas que nous hésitons à mettre un modèle que nous voulons, sans pour autant, comme a dit monsieur le proviseur dans le reportage qui nous a été présenté, sans pour autant faire du prosélytisme. On peut juste demander à ce que la Fatiha, qui est l'ouverture, soit récitée en arabe et en français. C'est-à-dire en arabe pour le réciter et en français pour expliquer aux enfants non musulmans qu'ils ne disent absolument rien d'autre en arabe que ce qui est expliqué en français. Maintenant, je pense que nous avons la chance d'avoir sur ce plateau Madame le DG. Elle pourra peut-être nous dire pourquoi, elle pourra peut-être répondre à votre question, effectivement, s'agissant donc de la mise en exergue
de l'enseignement Oui, religieux. je pense que votre question, c'est plutôt pourquoi il n'est pas affecté davantage d'heures, c'est ça, à l'enseignement. C'est un peu ça, oui. Bien, il y a effectivement la question du prosélytisme, que peut-être certains pensent que l'on voudrait dans nos établissements amener les jeunes apprenants à se convertir, etc. Mais au-delà, notre établissement, c'est d'abord un établissement d'enseignement classique normal. Donc ce ne sont pas des établissements à vocation de formation d'imams, de savants musulmans, de cheikhs, etc. Ce n'est pas la vocation de nos établissements. Nous faisons de l'instruction d'abord, également à travers ces cours de religion que nous appelons culture et civilisation islamique. Nous voulons donner deux vocations importantes à ce cours-là. D'abord, celui de montrer le vrai visage de l'islam. Donc la culture islamique telle qu'elle est réellement, et non tous les a priori, tous les préjugés que les gens ont de la religion, de cette religion-là, d'une part. D'autre part, à travers cet enseignement, nous voulons contribuer à l'éducation morale de nos jeunes apprenants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on observe tellement de déviance, comme nous en parlions tout à l'heure, voilà, tellement de déviance qu'il est nécessaire que nous revenions au moins à la religion. Et je précise bien qu'il ne s'agit pas simplement du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ni d'Allah, mais dans notre religion, nous allons trouver des récits sur le prophète Youssouf Joseph qui peuvent servir de leçons à partir desquelles nous pouvons tirer une leçon, un enseignement qui servirait à nos jeunes apprenants. Nous pouvons tirer une leçon des récits sur Jésus, fils de Marie, sur le prophète Moïse, etc. Donc, à travers cet enseignement-là, nous visons également le comportement, donc la formation, l'éducation de nos jeunes, le retour aux bonnes moralités, le retour aux bonnes mœurs. Oui, mais quand même, il faudrait, comme il est en train de le dire, les enfants peuvent réciter la Fatiha tous les matins. Nous, à Saint-François, Xavier de Lambaréné, nous étions musulmans, mais quand on venait le matin, c'est notre Père qui est aux cieux. Ça ne nous a pas empêché de continuer notre islam. Vous touchez effectivement un point très important concernant l'enseignement de cette discipline. C'est celui du programme. Le programme actuel, nous le trouvons désuet, nous le trouvons un peu dépassé. Et nous estimons qu'il est nécessaire aujourd'hui de se rasseoir et de revoir le programme, de le ramener aux réalités actuelles, de le ramener aux fléaux que nous vivons actuellement et pouvoir ainsi non seulement intéresser davantage les élèves, parce qu'il ne s'agira pas simplement de leur parler des récits des personnes qui n'ont pas connues, etc., mais aussi toucher des questions qui les touchent à l'heure actuelle, telles que la question de l'islam face aux réseaux sociaux, de l'islam face au terrorisme, etc. Vraiment, ce sont des questions actuelles qui pourraient aussi intéresser. Et l'islam a toujours son point de vue, l'islam a toujours sa place dans chacun des aspects de la vie de la société. Mais nous, on aimerait savoir, l'un des téléspectateurs me disait déjà lorsqu'on réalisait cette émission, c'était de savoir si vous qui êtes directrice de l'enseignement privé islamique, est-ce que vous avez mené des campagnes de sensibilisation auprès des investisseurs musulmans afin que la tendance soit inversée, donc qu'il y ait maintenant un peu beaucoup d'écoles ou d'établissements secondaires par rapport aux mosquées? Est-ce que vous avez essayé de mener ça? Pourquoi vouloir inverser la tendance? L'école et la mosquée se complètent à mon avis, parce que tous les deux, je l'ai longuement dit, sont des lieux de savoir, sont des lieux de science, sont des lieux d'éducation. Ils se complètent. Donc, autant on pourrait avoir des mosquées, et la mosquée a l'avantage de toucher des populations d'âges différents pour le même enseignement. Ça a également l'avantage de pouvoir aussi atteindre
des personnes qui peut-être n'ont jamais été scolarisées. Donc, moi, je ne parlerai pas d'inverser la tendance, mais de renforcer le rôle joué par l'un et par l'autre. Et concernant les bienfaiteurs, moi, je souligne quand même leur présence régulière auprès du Conseil supérieur des affaires islamiques. Lorsqu'il y a eu des projets, la réalisation de plusieurs projets dans le domaine de l'éducation, nous avons toujours eu des investisseurs, des bienfaiteurs qui ont accompagné le Conseil supérieur des affaires islamiques à réaliser ces projets-là et qui continuent de le faire et que nous remercions. Je voudrais juste rebondir aussi, ajouter par rapport à ce que Mme le DG est en train de dire que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon est engagé dans ce domaine de construction donc, des bâtiments, des salles de classe. Nous avons déjà un nouveau bâtiment au niveau du lycée Mohamed Arissani, un bâtiment flambant neuf. Le reportage l'a montré, mais vous ne vous êtes pas apaisanti là-dessus. Et nous avons aussi, comme nous l'avons déjà dit ici, nous avons le terrain de Port-Gentil sur lequel nous allons donc ériger un nouveau bâtiment. Nous allons aussi ériger donc un nouvel établissement secondaire. Et aussi un peu partout, déjà le Conseil supérieur des affaires islamiques Gabon s'est engagé sur cette voie. Maintenant, les bienfaiteurs, effectivement, ils sont nombreux, ils arrivent, ils ne manqueront pas de certainement dès qu'ils seront sensibilisés là-dessus. Dites-nous un peu quel est le lien qui existe entre la direction nationale et les écoles franco-arabes qui sont ici et là dans le pays. Bon, oui, comme je l'ai dit au départ, la direction nationale de l'enseignement privé islamique se charge des établissements dont le Conseil supérieur des affaires islamiques est propriétaire. Donc, se charge de l'organisation ou du contrôle, de la gestion de ces établissements, les établissements qui appartiennent au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Les écoles coraniques, les écoles franco-arabes dont vous parlez, appartiennent à des promoteurs privés, bien qu'ils soient musulmans. Ce sont d'abord des promoteurs privés. Cependant, depuis que nous sommes à la tête de la direction nationale, nous essayons, et nous l'avons régulièrement fait, de travailler avec eux dans le sens de leur apporter des conseils sur les démarches pour l'ouverture de leur établissement, sur la gestion administrative, sur la gestion pédagogique. Mais pour l'instant, ça se limite à un stade de conseil. Mais nous envisageons les intégrer. Peut-être pas les intégrer, ça dépendra des orientations ou alors de la vision du Conseil, de la politique du Conseil supérieur des affaires islamiques en matière d'éducation. Mais déjà, dans l'immédiat, nous pensons qu'il faudra avec le Conseil réfléchir sur un cadre qui permettrait que nous puissions également exercer un contrôle sur ces établissements, un contrôle sur les structures, parce qu'il y a beaucoup à redire sur les structures, sur les programmes qui y sont enseignés, parce qu'il faut quand même qu'ils soient conformes. Si c'est un établissement franco-arabe qui présente des élèves aux examens nationaux, il faudra que les programmes soient conformes à ceux du ministère de l'Éducation nationale, mais vraiment un cadre qui permette d'avoir un regard plus insistant sur ce qui se passe dans ces établissements-là. Là, j'interpelle le conseiller à l'éducation et à la formation. Lorsque vous avez mis en place la direction nationale, est-ce que vous avez omis ce pan? Et là, c'est un problème qui relève tout droit du Conseil sur la islamique. Non, nous n'avons pas omis ce pan. Le DG vient de le dire, et elle a eu raison de le dire, parce que ce sont des établissements généralement qui, lorsque vous regardez l'architecture, qui ne répondent pas souvent aux critères même qui nous sont proposés par les critères pédagogiques qui nous sont proposés par le ministère de l'Éducation nationale. Donc ici, il est question, et ce sont des promoteurs même privés, hein, il faut le dire, ce sont des promoteurs privés, donc là encore, il y a un problème de contact, il faut essayer de voir, est-ce qu'ils sont prêts à céder
leurs établissements à la Direction nationale de l'enseignement privé islamique, raison pour laquelle je pense que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon n'aimerait pas, vous voyez, donc imposer quoi que ce soit au niveau donc, de ces établissements, pour la simple raison que ce sont d'abord des promoteurs privés qui ont mis en place ces structures-là, uniquement attirés par l'amour de la religion pour dispenser voilà, des formations coraniques, des formations de langue arabe, et là-dedans, ils ont inclus donc le français. Maintenant, la finalité, c'est la finalité que nous ne maîtrisons pas toujours. Hein. Quelle finalité, quels sont les cycles qui sont proposés et quel est le parchemin en fin de programme. Vous voyez, tant que nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore tombés d'accord avec ces promoteurs sur effectivement le parcours déjà dans un premier temps de ces établissements et pour quelle finalité, nous ne pouvons pas voilà, les inciter ou alors les appeler surtout à venir adhérer dans nos établissements. Peut-être ajouter à ce qu'il dit, le Conseil supérieur étant la structure, l'institution qui organise l'islam au Gabon, et ces établissements se disant des établissements islamiques, je pense que c'est juste le cadre qu'il faut pour permettre un cadre plus institutionnalisé, plus formel, qui permette au Conseil supérieur des affaires islamiques de regarder ce qui s'y passe. Et c'est dans ces propositions aussi au Conseil. Oui, bien sûr, c'est pourquoi je disais, nous essayons déjà de voir dans quelle mesure faire des propositions, envisager ce cadre-là, voilà, qui va permettre au Conseil supérieur des affaires islamiques, peut-être via la Direction nationale de l'enseignement privé islamique, de faire des inspections, pourquoi pas dans ces établissements-là, parce qu'il en va de la crédibilité de notre ordre confessionnel. Et surtout aussi de la sécurité, pour la qualité donc des enseignements, parce que vous savez bien que la région musulmane, il y a tellement de sensibilité, si les enseignants ne sont pas suffisamment formés, ils peuvent aussi dispenser des enseignements qui peuvent éventuellement faire dévier ces apprenants. Donc il va falloir que effectivement ces établissements soient sous la tutelle de la direction nationale, mais avec l'accord bien sûr des opérateurs économiques, donc des promoteurs de ces établissements, pour qu'ensemble nous puissions tomber d'accord, un, pour le contrôle, la qualité donc et la pertinence des enseignements qui sont dispensés là-bas, deux, la qualité et aussi les structures d'accueil de ces établissements. On parle beaucoup là, nous sommes en train de parler de l'enseignement, des enseignements dispensés ici et là, mais la question qui me vient à l'esprit est de savoir quel genre d'enseignement dispensé dans vos établissements, surtout l'établissement secondaire que nous venons de voir. Bien, comme je l'ai dit également dans mon préambule ou dans les questions précédentes, les enseignements dispensés sont les mêmes que nous retrouvons dans les établissements privés, les établissements publics, parce que nous suivons les programmes officiels. Donc nous suivons jusqu'alors les instructions, les directives du ministère de l'Éducation nationale pour ce qui est des questions pédagogiques. Autrement dit, nous retrouvons les mêmes enseignements que sont la science de la vie et de la terre, les sciences physiques, les mathématiques, etc. Bien. Mais il faut noter chez nous une spécificité due à notre ordre confessionnel qui est l'enseignement de la langue arabe. En fait, disons cette spécificité se situe au niveau à deux niveaux, l'enseignement de la langue arabe et l'enseignement de la religion que nous avons appelé culture et civilisation islamique. L'enseignement de la langue arabe commence depuis les premières classes du pré-primaire, du premier degré. Donc dès le pré-primaire, les élèves apprennent déjà quelques petites notions, quelques petites lettres de l'alphabet, etc. C'est renforcé au primaire et c'est poursuivi dès la classe de 6e au secondaire. Ça, c'est pour ce qui est de l'enseignement de la langue arabe. Même si, là aussi, à notre avis, et je loue l'initiative des enseignants de langue arabe du Gabon qui, l'an dernier, se sont regroupés et ont revu les programmes pour mieux les adapter au niveau de chaque apprenant.
Bien, par ailleurs, comme je l'ai dit, il y a l'enseignement de la culture et civilisation islamique, qui est également une spécificité de notre ordre d'enseignement. Et c'est la même situation d'ailleurs que nous retrouvons dans les autres ordres d'enseignement confessionnels, les catholiques, les protestants, etc. Mais nous constatons que les enseignants de d'autres disciplines repartent pour un recyclage. Donc d'autres passent le concours pour aller à l'école normale supérieure appelée communément l'ENES. Mais les enseignants de langue arabe ne le font jamais, ils ne le font pas. C'est dû à quoi? Est-ce qu'il ne faudrait pas un renforcement des capacités, même faire venir quelqu'un pour les entretenir là-dessus? Effectivement, c'est plus que nécessaire. Vraiment, nous avons besoin de renforcer les capacités de ces enseignants. Malheureusement, sur le plan local, nous n'avons pas de structure. Nous n'avons pas non plus au niveau des écoles de formation, de départements qui puissent les accueillir pour le renforcement des capacités de l'enseignement de la langue arabe. Cependant, il y a 2 ans même, nous avons reçu ici un expert qui nous a été envoyé par l'ICESCO et qui a tenu pendant 1 semaine une formation très salutaire, et c'est ce qui d'ailleurs a porté ses fruits. Aujourd'hui, nous avons le programme de langue arabe révisé et revisité. Voilà, donc qui est venu pour cette formation-là. Mais je pense qu'on devrait la renforcer. Ça, c'est pour ce qui est de l'enseignement de la langue arabe, ou du moins de l'aspect purement des programmes. Mais également, par ailleurs, je pense que nos enseignants, ces enseignants de langue arabe, qui n'ont pas suivi, qui ne sont pas passés par des écoles de formation d'enseignants, ont aussi besoin d'un renforcement pour ce qui est des questions pédagogiques. Voilà. Et ça, bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller à l'étranger pour l'avoir, ni de faire venir. Voilà, il suffit simplement qu'avec l'ENES, justement, on crée un protocole, voilà, quelque chose qui nous permette de... On va aussi ajouter que déjà, dans un premier temps, on avait déjà signé un partenariat. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon avait déjà signé un partenariat avec la Libye. En ce sens, je me rappelle bien qu'on avait déjà envoyé l'un de nos enseignants, notamment le professeur Ibeza Bakari, qui était déjà en Libye et qui a eu un diplôme de pédagogie, effectivement, 1 année dans cette université, dans cette école supérieure, normale supérieure, voilà, spécialisée donc en langue arabe. Il a donc suivi une formation pédagogique d'1 année. Donc après, au terme donc, de sa formation, voilà, d'enseignement général de langue arabe, il a suivi une formation et il est revenu au Gabon avec un parchemin. Mais compte tenu donc des perturbations qu'il y a eu en Libye, la guerre, ce partenariat n'a pu se poursuivre. Et aujourd'hui, malheureusement, il va falloir que nous puissions revoir avec nos partenaires à travers le monde pour voir ce qu'ils peuvent accepter éventuellement de nous accorder des bourses, notamment pour nos enseignants de langue arabe et tous les enseignants bien sûr de langue arabe au Gabon, puisque la langue arabe, comme a su bien le dire le proviseur, est dispensée pratiquement dans tous les établissements donc, du Gabon. Madame, la question qui me vient est de savoir quels sont les résultats que vos établissements engagent lors de des examens nationaux. Bon, les résultats de nos établissements lors des examens nationaux sont, je dirais, sont assez bons, assez appréciables. Donc, selon les niveaux, le CEP, le BEPC et le BAC, nous enregistrons chaque année des améliorations, une nette évolution de nos résultats. Bon, pour parler seulement de ceux de l'an dernier, c'est ce qui est le plus récent, au CEP, nous avons de manière générale, la moyenne a été de 65,11%. Mais il faut dire que dans cette moyenne, il y a des disparités, parce qu'il y a des établissements qui ont enregistré 100% et des établissements qui en ont enregistré moins. Et comme nous prenons les résultats comme ça globalement, ça nous donne ce chiffre que vous avez
entendu que je viens de dénoncer. Bien. Pour ce qui est de l'admission en 6e, c'est encore mieux. Voilà. Là, nous avons atteint 79,06%. Bien, pour le BPC, nous restons un peu pas très loin du niveau national. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, vraiment beaucoup d'efforts à fournir de la part de nos apprenants, de la part des responsables des établissements, de notre part aussi, pour améliorer ces résultats, parce que nous sommes encore autour de 45%, ce qui vraiment ne nous réjouit absolument pas. Bien. Et enfin, pour le bac, 49%, je dirais, pour le lycée Mohamed Arissani, et 75% tout de même pour le lycée Khadi Mouyabi à Franceville. Voilà. Maintenant, pour le bac, le lycée Khadi Mouyabi, qui a ouvert ses portes depuis simplement 2 ans, n'a pas encore présenté de candidat au bac. Donc, nous n'avons que les résultats du lycée Mohamed Arissani, qui pour l'instant sont autour de 62%, 62,30%. Voilà, donc nous disons que nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir, mais... Ça va aller. Ben, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci de nous faire l'amitié de venir. Nous sommes arrivés, d'accord. Merci de nous faire l'amitié de venir partager vos éclairages sur ce thème qui est l'enseignement privé islamique au Gabon. Nous disons merci aux téléspectateurs de nous avoir regardés aussi fidèlement. Bon dimanche à vous et excellent début de semaine. Nous rappelons aussi que ceux qui voudront poursuivre le débat hors antenne, nous répondons au 05 16 41 115, 05 16 41 115. À la semaine prochaine, Inch'Allah.